je vais commencer peut-être par Ségolène sur ce Grand Prix de la démocratie actionnariale. Ce qui a frappé les équipes et les membres du jury, c'est que vous avez adopté une pratique qui n'est pas habituelle, qui est d'égrener, je dirais, quelque part, ou de structurer ou d'articuler votre Assemblée générale autour de la présentation des résolutions, c'est-à-dire d'établir un lien direct entre la vie de l'entreprise, sa stratégie, son business model et les résolutions qu'on fait voter en Assemblée générale. Moi, j'ai envie de vous demander pourquoi ce choix et qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Oui, effectivement, on a parfois tendance à oublier que l'Assemblée générale, c'est pas une réunion actionnaire de présentation des résultats, mais que c'est un organe de décision. Donc, puisque le but, c'est de décider, encore faut-il expliquer ce qu'il y a à décider. Et c'est vrai que le texte des résolutions est devenu, pour des questions de responsabilité, de plus en plus inaccessible à des gens qui n'ont pas fait au moins quelques années d'études de droit. Et du coup, c'est vrai que chez Schneider, il y a un souci aussi bien dans la documentation préalable à l'Assemblée, dans la brochure de convocation, que lors de l'Assemblée, d'expliquer les résolutions qui, si le texte est peut-être un peu compliqué à comprendre, finalement, les principes ne sont pas très compliqués à comprendre et sont tout à fait accessibles à chacun. Et donc d'avoir vraiment ce souci de pédagogie pour que les gens puissent décider en connaissance de cause sur chacune des décisions. Ça, c'était un des points forts, de l'Assemblée. J'ai envie de me tourner vers Yves, pour commencer. Yves, vous êtes investisseur. Comment est-ce que vous appréciez en fait cette pratique de pouvoir, qui est assez originale et qu'on a trouvé très très intéressante, de pouvoir vraiment conduire un exercice de très grande pédagogie autour des résolutions et qui participe pour nous à la démocratie actionnariale? Est-ce que pour vous, c'est une pratique qu'il faudrait recommander? Écoutez, d'une manière générale, on est passé dans le monde de l'information financière, etc., d'un principe qui était le principe des anglo-saxons à la fin des années 70, qui était substance over form, à l'inverse, qui est form over substance. Les rapports sont de plus en plus longs, les résolutions, comme vous le dites, absolument incompréhensibles. Donc il est fondamental, en effet, pas simplement pour les actionnaires individuels, mais pour les actionnaires en général, finalement, de représenter les performances, la stratégie d'une entreprise, quelles que soient ses composantes économiques, financières, extra-financières, d'une manière simple. Ça, c'est une question de devoir et au fond d'efficacité. On se rend compte que, d'une manière générale, en tant qu'investisseur, c'est ce qu'on souhaite. Merci beaucoup, Yves. Xavier, donc, toi, tu es sur un registre de pédagogie sur Boursorama. Est-ce que chez Boursorama, vous mettez un peu en avant les résolutions sous quel format et comment est-ce que vous approchez ce sujet? Parce que c'est vrai que ça peut être un peu ardu. Non, oui, on essaye d'accompagner les sociétés pour les aider à faire comprendre leur stratégie, leur résolution, mais plus globalement leur communication financière auprès de leurs actionnaires, qu'ils soient particuliers ou institutionnels. Je rebondirai sur ce qu'a dit Yves, c'est que je crois que la communication financière est en train de changer, comme toute la communication globale, et on va vers toujours plus de simplicité, de rapidité et de temps réel, exigé par l'ensemble de la communauté financière et les particuliers aussi. C'est-à-dire que chez Boursorama, on voit un flux assez important de jeunes actionnaires qui se réintéressent à la bourse, et c'est tant mieux, depuis maintenant 2 ans. Mais ces jeunes actionnaires ont un certain nombre d'exigences en termes de transparence, en termes de réactivité, d'accès à l'information. Et donc, voilà, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais c'est quelque chose qui va et qui est en train de toucher la communication financière des sociétés. Donc, j'ai presque une question moi, à poser, c'est est-ce que les sociétés sont prêtes à mettre en face des ressources pour accompagner cette tendance et être en relation assez directe avec des interactions qui vont vers le temps réel avec leurs actionnaires au travers de leur site ou d'interfaces comme la nôtre. Mais globalement, je pense que c'est une vraie tendance de fond qui change un petit peu la donne et les ressources à mettre en face chez les sociétés cotées. Oui, c'est vrai qu'on a quand même plus de 400 000 nouveaux et jeunes actionnaires qui ont rejoint la bourse ces 2 dernières années. Et c'est vrai qu'on a vu aussi un peu leur désintérêt pour les assemblées générales.
Et il faut créer l'appétit. Alors justement, Guillaume, chez Michelin, est-ce que pour vous, ça ferait sens de faire de la pédagogie, pas exclusivement sur, je dirais, la stratégie, business model, etc., mais aussi sur le sens de l'Assemblée générale, qui est quand même de faire voter des décisions stratégiques aux actionnaires en leur explicitant. Est-ce que c'est une pratique dont vous vous dites pourquoi pas pour l'an prochain ? Alors, on a essayé de l'attaquer cette année déjà, mais il y a toujours matière à progrès. Effectivement, rendre complexe, et tout en limitant la durée d'une assemblée générale qui risque de se prolonger. On a toujours ces challenges. Nous, on s'est fixé une assemblée de 3 heures, ça semble être un maximum, mais quand on a 30 résolutions à faire voter, il faut les rendre accessibles et pas imaginer que l'ensemble des personnes présentes ont eu le temps de lire les dizaines et dizaines de pages liées à ces résolutions. Donc on a bien distingué cette phase d'explication assez pédagogique dans la première partie de l'Assemblée, et après la phase de vote, elle est assez rapide et mécanique. Pour aller plus loin, il y a les personnes qui sont physiquement dans l'Assemblée générale, et puis il y a aussi tous ceux avec qui on veut interagir, pour reprendre votre point par rapport aux nouveaux investisseurs individuels. Nous avons 200 000 investisseurs, 200 000 actionnaires. Nos actionnaires individuels sont au nominatif, nous les connaissons. Et nous avons autant que possible une interaction directe avec toutes ces personnes. Une newsletter qui leur permet d'être tenus au courant de la façon dont la société évolue, pour que tout ne repose pas sur le jour de l'Assemblée générale à proprement parler, mais essayer de favoriser une sorte de prise ou de contact permanent. C'est un challenge, on y travaille, on essaie aussi de passer davantage par les réseaux sociaux, de se développer sur du LinkedIn, du Twitter Newsroom, en fait tout ce qui va parler à tous ces jeunes qui arrivent et aussi à rendre, là d'une façon un petit peu plus technique, notre titre beaucoup plus abordable à ces jeunes. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a divisé la valeur du titre par 4 au mois de juin, pour le rendre abordable. Parce que lorsqu'on est jeune et qu'on veut commencer à comprendre l'économie et miser, qu'on met 500 € dans un PEA, on préfère le mettre sur 20 titres plutôt que 4. Merci. Alain, chez Euronext, la démocratie actionnariale, est-ce qu'on en parle ? Et si on en parle, on l'approche, on la considère de quelle façon ? C'est quoi pour vous, chez Euronext, la démocratie actionnariale ? Déjà, on est une société cotée également, donc on a un intérêt effectivement à la prendre en compte. Pour qu'on puisse exploiter une bourse saine, on a besoin qu'effectivement donc les intérêts des actionnaires, les intérêts des sociétés soient alignés. Donc, d'abord, on organise pas mal de formations, de la pédagogie pour nos sociétés, mais essentiellement les PME ETI, qui en ont plus besoin en tout cas d'être accompagnés par nous-mêmes que les grands groupes du SBF 120. On donne également des sessions très spécifiques sur des thématiques de gouvernance dans nos programmes pré-IPO. Et puis, ce qui est surtout pour nous important également, c'est qu'on donne à chaque actionnaire aussi la possibilité de s'exprimer sur à la fois le volet financier et le volet extra-financier. Ce que je voudrais quand même... Donc on voit qu'effectivement il y a une belle progression sur l'ensemble des thématiques que nous on salue. Notre rôle n'est pas de jouer un rôle prioritaire dans la structuration de ce qui se met en marche déjà, mais on voit qu'il y a une vraie tendance de fond déjà auprès des investisseurs, parce que Stéphane Bougenat l'a dit aussi, avant les investisseurs exigeaient du rendement, de la liquidité. Aujourd'hui, on a dépassé ce stade. Aujourd'hui, les investisseurs exigent du rendement et de la liquidité, mais également de l'impact. Par contre, par rapport à ce qu'on voit quand même, en termes, le capital, il doit être rémunéré, il doit être valorisé. Sur la valorisation, ce qu'on voit néanmoins aujourd'hui, c'est quand même un point très sensible quand on est une société cotée en bourse, c'est qu'on a essentiellement encore valorisé sur les thématiques purement financières. Donc les ratios sur le chiffre d'affaires, sur les l'EBITDA, sur les bénéfices aujourd'hui. Et donc beaucoup de sociétés font d'efforts pour ou bien mettre en place des produits très spécifiques ESG, comme dans les émissions obligataires par exemple, ou sur d'autres actifs financiers.
Et ça, c'est très bien. Après, jusqu'au point où on n'a pas encore vraiment des standards qui nous permettent et qui soient à la fois acceptés et qui soient normés au niveau européen, je pense que pour nous, il sera aussi très difficile pour jouer un rôle prioritaire. Néanmoins, ce qu'on va faire, néanmoins, c'est qu'effectivement, donc, les sociétés qui ont les bonnes pratiques, et au moment où on a les standards qui seront développés, on mettra aussi en valeur pour l'ensemble de l'écosystème, justement, les sociétés qui font un très bon boulot dans ces thématiques-là. Alors justement, on va parler d'un sujet qui n'est pas très normé, c'est le partage de la valeur. On en parle beaucoup, Yves parlait tout à l'heure de pratiques morales, d'approche morale. C'est vrai que le partage de la valeur, c'est à la fois une thématique qui est fondamentale au plan économique et politique et social, fondamentale. On a beaucoup de difficultés à l'appréhender sous la forme de data. La seule data que l'on puisse avoir dans ce domaine, c'est le ratio d'équité. Yves, en tant qu'investisseur, je sais que vous êtes militant en faveur du ratio d'équité, mais ça n'est qu'un prisme. Plus globalement, comment est-ce que vous aussi vous approchez ce thème à la fois dans toutes ses dimensions du partage de la valeur? Comment est-ce que vous le voyez? Alors, il faut bien reconnaître que ça a été le grand absent de toute la dernière période, cette question du partage de la valeur, pour de bonnes raisons. C'est que la France était un peu un cas particulier, mais dans tous les pays en fait occidentaux, le partage de la valeur s'est formidablement déformé ces 20 ou 30 dernières années au profit en fait d'une minorité. C'est un fait. Bon. C'est pas sans poser problème, ce que je veux dire, parce que la cohésion sociale de nos sociétés, c'est un élément essentiel à la fois d'efficacité économique et de la démocratie. Je veux dire, on ne comprend pas les phénomènes Trump aux États-Unis, Brexit, etc., si on ne voit pas les effets de ce qui a été la destruction d'une classe moyenne aux États-Unis. Donc, on ne peut pas se désintéresser du partage de la valeur en général, et c'est très facilement mesurable. Je veux dire, le taux de profit des entreprises, partage de la valeur ajoutée, c'est pour le coup très facilement mesurable. Le deuxième point, ça concerne aussi les dirigeants. Pourquoi? Parce que, au fond, quand on est dirigeant économique, on fait partie des élites économiques. Et donc, on a un devoir d'exemplarité. On peut débattre pendant 107 ans sur ce qu'est un bon niveau de rémunération. Pour ce qui est d'Amundi, j'ai défini 3 critères. La rémunération des dirigeants, elle doit permettre d'attirer des bons dirigeants. Elle doit être attractive. Deuxième critère, elle doit être liée strictement aux performances économiques et financières. Et le troisième point, elle doit être acceptable par les sociétés dans lesquelles on opère. Et le ratio d'équité qui mesure le rapport entre le salaire du dirigeant ou la médiane ou le salaire moyen des salariés est pour moi quelque chose d'essentiel. Et pour le coup, nous avons une vraie différence avec les grands acteurs anglo-saxons qui considèrent que ce n'est pas un sujet. Ben, on comprend pourquoi, je veux dire. Mais et c'est là qu'en fait, il faut que notre système ne soit pas schizophrène. On dit que la transition énergétique, la mutation de la société doit embarquer toute la société. On dit qu'il y aura tout un ensemble d'investissements à faire. Mais pour embarquer la société, il faut que les dirigeants, tous ceux qui sont quelque part en charge, incarnent des valeurs qui soient conformes à l'intérêt de la société en général. C'est un sujet compliqué. Alors vous dites qu'il est facilement mesurable en dehors du camembert avec les différentes parties, mais c'est pas. On a quand même et le ratio d'équité. Hein, c'est pas un sujet facile à approcher quand même. Non, mais écoutez, on vient de finir, il va être publié d'ici la fin de la semaine un rapport avec Sénart sur l'intéressement et la participation pour promouvoir ce point. La
participation date de 1967, l'ordonnance de participation. Vous aviez déjà le ratio salaire sur valeur ajoutée. Ensuite, on rémunère la rentabilité du capital. Donc, on sait très bien le mesurer. Non, la réalité, c'est que nous avons été, en fait, quand même trop dominés dans la dernière période par un capitalisme, venant des États-Unis, par un capitalisme financier court-termiste. Il faut appeler un chat un chat. Et c'est ça aussi qu'il faut transformer. Autrement, moi je salue ce que fait une entreprise comme Michelin, qui inscrit sur le long terme, bien sûr, il y a des objectifs de rentabilité, mais il n'y a pas que ça, en fait. Il faut vraiment qu'on transforme ce système. Alors, c'est vrai ce que vous dites, il y en a peu, on a observé dans les assemblées générales, qui parlent de la politique interne de rémunération et qui la rapprochent en fait à la politique de rémunération des dirigeants. Et ça, c'est un très bel exemple chez Michelin. Et ce qui nous a vraiment séduit chez vous, c'est tant effectivement l'évolution du fameux camembert de répartition de la valeur en dynamique, que le développement du ratio d'équité, que le rapprochement avec la politique interne de rémunération. C'est cette cohérence globale, en fait, qui est vraiment intéressante. Alors, Guillaume, moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est un sujet, un chantier sur lequel vous avez travaillé depuis longtemps? Évidemment, c'est intentionnel, mais pourquoi chez Michelin avoir, je dirais, choisi de façon prioritaire cet angle-là, je ne sais plus qui l'a dit, mais une assemblée générale, en intervention, c'est 1h30, donc il faut faire des choix. Pourquoi ce choix? En fait, il nous semble que ce sujet, il est clé parce que, comme le disait Yves, la cohésion est l'un des moteurs les plus essentiels à la performance de l'entreprise. Et ce n'est pas qu'une question de communication interne, c'est aussi une question d'être compris par les parties avec lesquelles on travaille, de façon beaucoup plus large. Alors, on parle d'une présentation claire, compréhensible du partage de la valeur. Vous parlez aussi des ratios d'équité. On peut aussi regarder sous l'autre angle qui est non pas la moyenne ou la médiane, mais s'assurer que l'ensemble des salariés du groupe ont un niveau de vie correct. Et ça, c'est aussi une autre façon de voir les choses et sur lequel, en parlant d'initiatives plus récentes, nous, on avait une politique de rémunération très structurée dans le groupe où les personnes sont rémunérées en fonction de leur niveau de responsabilité et en même temps positionnées par rapport au marché dans lesquels elles se trouvent pour garantir une attractivité correcte. Mais il faut toujours se soucier aussi qu'il n'y a pas d'écart ou de niveau qui ne soit pas cohérent avec ce que vous voulez permettre ou garantir. Et pour ce faire, dans les initiatives plus récentes pour renforcer cette approche sociale et sociétale, Michelin s'est fait aider par un organisme tiers qui est le Fair Wage Network pour s'assurer, pour analyser l'ensemble de sa population dans le monde et s'assurer que la rémunération fixe permet d'accéder à un niveau de vie décent, c'est-à-dire qui permet de couvrir les besoins alimentaires, les besoins de logement, les besoins d'éducation et l'accès aux soins de santé. Et on a pu couvrir comme ça, on les a mandatés à partir de 2020. En 2021, on avait couvert plus de 95%. Et en 2022, c'est vraiment une partie prenante de notre politique de rémunération. C'est aussi un élément essentiel, c'est de se dire il y a des ratios, on parle de grande masse, on parle d'écart, mais la responsabilité d'un groupe international est plus large que ça. Merci, c'est tout à fait remarquable et c'est très intéressant de l'approcher sous l'angle du pouvoir d'achat et à l'échelle évidemment internationale. Xavier, on parlait tout à l'heure des nouveaux actionnaires qui sont arrivés en bourse. À l'Institut, on en côtoie beaucoup et leur approche ou leur perception du partage de la valeur dans les grandes entreprises, c'est pas tout à fait ça. Tout à fait. Ils n'ont pas du tout, en tout cas nous de ce que l'on entend, ils n'ont pas du tout cette perception d'un juste partage de la valeur, mais plutôt de rémunération excessive, d'une finance court-termiste. Est-ce que chez Boursorama, tu partages cette perception ? Et qu'est-ce que tu recommanderais, toi, en termes de pédagogie, pour aller dans le sens
non pas d'une communication, mais au-delà de faire valoir, si tu veux, cette dynamique qui est en marche? Expliquer, mettre en avant les bonnes pratiques de nos amis là, que vous exposez. Nous, on est complètement alignés avec ce que vous faites, même à titre d'entreprise Boursorama. On essaye d'aligner les intérêts de tous et par exemple l'intéressement et la participation des collaborateurs est fonction de la réalisation des objectifs commerciaux et fonction du niveau de satisfaction du client final de Boursorama pour s'assurer de l'alignement et de l'intérêt de tous. Donc je pense qu'il faut mettre en avant ces pratiques, les expliquer, montrer aux jeunes actionnaires qu'en fait la valeur elle est partagée, que c'est aussi un outil d'indépendance du management vis-à-vis des autres parties prenantes. À part de la pédagogie, de l'explication, de la transparence, pour justement lutter contre cette impression de dire, enfin voilà, je vais pas enfoncer à nouveau des portes ouvertes, mais pour rebondir sur ce que tu disais, je pense que voilà, ça passe par de l'explication et nous, on aime bien, enfin on met en avant les dirigeants qui veulent venir s'exprimer auprès de leurs actionnaires en leur posant des questions relatives à ces questions-là pour qu'ils puissent voilà, expliquer, comme vous l'avez très bien fait. Mais je pense que c'est vraiment un élément essentiel de la pédagogie. Oui. Mais tu partages cette perception un peu caricaturale? Oui. Oui, et après, un actionnaire individuel, quand il rentre en bourse, il a aussi une vision un peu égocentrée au départ. Hein, donc, il faut qu'il ait le temps de comprendre. Il cherche de la performance. Ces questions-là viennent après. Mais forcément, quand il s'intéresse à la société et quand il voit les cours de bourse évoluer, il essaie de trouver des explications aux baisses, etc. Donc, parfois, on tombe dans des caricatures. D'où cette importance vraiment fondamentale pour les sociétés cotées de venir expliquer leur stratégie sur le long terme. Et à nous aussi d'expliquer aux nouveaux actionnaires qui arrivent voilà, c'est pas le casino non plus. C'est de l'investissement sur longue période. On a le temps ou pas de s'y intéresser. Si on n'a pas le temps, il y a peut-être des solutions connexes qu'on peut leur proposer. Donc oui, je partage un petit peu cette impression, mais je pense que voilà, tout ça, c'est pas. On peut faire évoluer tout ça et on peut faire évoluer les mentalités, mais voilà, c'est de l'énergie et c'est des ressources à mettre en face. Ouais. Ségolène, chez Schneider Electric, est-ce que le thème du partage de la valeur est un thème qui est inscrit à l'ordre du jour du Conseil? Est-ce que c'est abordé de cette façon-là ou pas? Est-ce que c'est, je dirais, plutôt abordé de façon un peu dispersée à travers d'autres sujets? Comment est-ce que le Conseil s'empare, en fait, du thème du partage de la valeur au sein du groupe? Je pense que c'est un sujet qui est abordé non pas une fois comme un sujet en lui-même qu'on déciderait une fois et pour toutes, mais plutôt un sujet qui a un fil conducteur sur les différentes décisions du Conseil au cours de l'année. Quand vient le moment d'envisager un programme de rachat d'actions, de savoir si ce trimestre on y va, pour combien, quand on va décider de la distribution du dividende, quand on va ensuite le Conseil, parce que le Conseil s'occupe bien entendu de la rémunération des dirigeants, mais en fait quand il regarde la rémunération des dirigeants, même si c'est pas lui qui décide de la rémunération des salariés, il a les tableaux comparatifs, donc c'est fait ensemble. Et du coup, dans chacune de ces décisions, qui sont des décisions de partage de la valeur, la notion de partage de la valeur est extrêmement présente au sein du Conseil. C'est clairement un souci, et un souci pour le management. Et juste une anecdote, l'année dernière, il y avait pu peut-être avoir des petites hésitations sur la distribution d'un dividende ou non. 2020, on sait que ça a été compliqué. On a quand même maintenu ce dividende. 2021, il y avait des toutes petites hésitations. Et ce qui a emporté la décision du Conseil, c'est de dire que dans une année comme 2020, où à la fin de l'année, l'ensemble des salariés du groupe Schneider ont eu la chance d'avoir des bonus qui ont payé à 100% sur l'année, sur une année 2020 qui était une année difficile, alors seulement la société pouvait se permettre de proposer un dividende à ses actionnaires. Et c'était vraiment comme ça que ça a été raisonné, réfléchi, aussi bien par la CFO que le CEO, que l'ensemble du Conseil. Merci Ségolène. Alors nous, c'est vrai qu'à l'Institut, on a émis dans le cadre des travaux du Collège des experts une recommandation, et on est un peu triste parce qu'elle n'a pas du tout été suivie,
et je vais me tourner vers Alain, c'est une recommandation qui vise à remettre en perspective la politique de distribution du dividende que vous évoquiez, Ségolène, de la remettre en perspective avec, je dirais, une approche beaucoup plus globale de responsabilité. C'est-à-dire qu'en réalité, comment est-ce que le Conseil, dans sa réflexion, va définir le montant à distribuer aux investisseurs, montant du dividende, au regard des investissements, d'autres investissements qui peuvent intervenir dans le domaine de l'environnement, dans d'autres domaines. Alors cette recommandation, elle n'a pas du tout été suivie, on ne l'a jamais observée et on le regrette, donc c'est pour ça que je la réitère. Alors Alain, chez Euronext, est-ce que c'est une approche qui fait sens pour vous ou pas ? Est-ce que vous l'avez déjà réfléchi de cette façon-là ? Et est-ce que vous pourriez être les promoteurs d'une remise en perspective, d'une mise en perspective de la politique de distribution du dividende ? Question très compliquée pour nous. Je pense que c'est plutôt au niveau des investisseurs à juger si oui ou non une justification elle est utile ou nécessaire. Ce qu'on voit effectivement, c'est que donc on manque quand même par rapport à un grand nombre de sociétés qui justifient leur politique de dividende, que ce soit par rapport aux indicateurs purement opérationnels ou par rapport aux indicateurs ESG. Alors, plus large, je pense quand même que tout ce qui touche à des opérations sur titre comme des augmentations de capital, des rachats sur titre aussi, ce type d'activités vont être beaucoup plus liés à des critères de performance ESG. On le voit notamment sur des rachats de titres, par exemple. Il y a des sociétés qui ont commencé justement à structurer des rachats de titres avec des indicateurs de performance ESG qui ont été très bien accueillis par des investisseurs institutionnels. Bon, sûrement il y a un suivi, alors peut-être pas d'accord. Je suis très curieux de savoir le lien entre le rachat de titres pour soutenir son cours et les indicateurs et la politique ESG. Alors, je serais intéressé de savoir ce qu'on met derrière. Oui, mais moi aussi, Yves. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on les déconnecte et non, je ne vois pas pourquoi on ne attendez. créerait pas une articulation. Oui, mais attendez, je suis désolé. Le rachat des titres par les sociétés qui s'est formidablement développé ces dernières années. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, c'est à peu près 1 000 milliards de dollars. Bon, ça sert à quoi ? Ça sert à soutenir son cours. Bon, à ce que je sache, ça n'a absolument aucun lien avec je dirais, la politique. Je dirais qu'au contraire, une entreprise qui n'a plus que comme solution que d'utiliser son cash pour racheter ses titres et son cours, pour moi, c'est d'une part une entreprise qui n'a pas de projet d'investissement, et compte tenu de tous les investissements que nous avons à faire, je trouve qu'il y a quand même de meilleurs emplois du cash. Et donc, je dis attention, quand on me dit on y a mis des indicateurs ESG, c'est avec ça qu'on va déconsidérer les questions ESG d'investissement responsable. On va les déconsidérer. Le coup de peinture ESG, le coup de peinture climat, il faut arrêter. Ouais, c'est une opinion et moi je la respecte. Moi je n'ai pas forcément une opinion sur le sujet. Je vois juste qu'effectivement c'est une tendance qui se met en place depuis plusieurs années. Je pense qu'il y a de plus en plus de sociétés également qui sont en train de réfléchir sur ce type d'opération. Mais le marché en jugera, effectivement. Donc, bon, je suis désolé, c'est aussi notre responsabilité. Enfin, vous voyez, je veux dire, à l'heure actuelle, la question de l'ESG commence à être critiquée de différentes façons, soit par le greenwashing, un dirigeant d'un concurrent d'asset management a dû quitter ses fonctions. On voit les débats actuels aux États-Unis. Il faut qu'on soit sérieux, si vous voulez, sur ces questions. Je veux dire, c'est des questions trop sérieuses pour nos sociétés, pour notre développement économique, pour les enjeux climatiques, pour les enjeux de cohésion sociale, pour qu'on en fasse des sortes d'autocollants qu'on met sur des choses qui sont déjà en elles-mêmes un peu critiquables. Mais du coup, ça peut être sanctionné par les asset managers, alors, des sociétés qui... Pour ce qui concerne Amundi, si vous voulez, on a toujours considéré qu'une entreprise qui n'avait que comme solution de racheter son action, je veux dire, quelque part, voilà, enfin, son développement, on ne voit pas comme un élément positif. Si je peux ajouter au débat,
Pendant quelques années, dans le passé, Michelin avait effectivement, un petit peu comme des entreprises anglo-saxonnes, une habitude de racheter des actions pour soutenir. D'une part, on n'a pas démontré que ça soutenait le cours de l'action, parce que, qu'on le veuille ou non, la valeur d'une entreprise, elle dépend aussi du cash qui est dans l'entreprise. Une fois qu'on a rendu le cash, la valeur de l'entreprise doit baisser. Donc, il n'y a aucune logique financière dure qui garantit que racheter des actions, ça soutient le cours. Et ça, je pense qu'il faut en être assez conscient. Donc la politique de Michelin maintenant, effectivement, on a des bonnes idées de quoi faire de notre cash pour assurer notre croissance dans la direction qu'on a décidé dans notre stratégie. Et donc, on limite les rachats d'actions, mais on l'annonce très clairement. C'est notre politique d'allocation du capital. Nos rachats d'actions, c'est uniquement du non-dilutif. Du non-dilutif pour compenser les plans d'actionnariat salarié ou pour compenser les plans d'action de performance qu'on distribue à notre encadrement. C'est tout. Évidemment, les marchés nous disent soyez les meilleurs du monde dans le pneumatique, vous Michelin, et puis pour ce qui concerne votre croissance autour du pneu, au-delà du pneu, rendez-nous plutôt tout ça, on sait quoi faire de votre cash. Et on va gérer nous-mêmes notre risque. Nous, on leur dit, c'est votre opinion, c'est pas notre stratégie. Et on s'assure que tous nos investisseurs importants comprennent notre stratégie. Après, on ne veut pas attirer des investisseurs qui ne sont pas en phase avec notre stratégie. C'est évidemment l'intérêt de personne. Merci beaucoup. Et ça plaide complètement en faveur, je dirais, de notre recommandation, qui est effectivement d'expliciter, parce que quand on explicite, ça oblige à une forme d'exercice de vérité qui est intéressant. Et le dividende est un sujet passionnant.